Bonjour à tous, 2024 est une année importante pour la Chine et la France car elle marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et l'année sino-française du tourisme culturel. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Mandarin TV l'ambassadeur de Chine en France, M. Lu Shaye. Bonjour. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, merci de nous faire le plaisir de votre présence sur notre plateau. Dans le discours vidéo prononcé par le président chinois Xi Jinping lors de la réception célébrant le 60e anniversaire des relations entre les deux pays, il a souligné l'esprit sino-français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme ? Oui, en effet, le président Xi Jinping a qualifié les relations sino-françaises de ces mots il y a 10 ans lors du 50e anniversaire de l'établissement des relations de nos deux pays. Il a qualifié de l'engagement initial de l'établissement des relations avec 4 expressions, 4 mots, à savoir indépendance, compréhension mutuelle, clairvoyance et bénéfices partagés. Et 10 ans après, le président Xi Jinping qualifie cet engagement initial de l'établissement des relations bilatérales d'esprit sino-français. Je pense qu'il a élevé le niveau de cet engagement. Il a pris une importance plus majeure à cet esprit qui dirige en effet le développement de nos relations bilatérales ces 10 dernières années, ou bien ces 6 dernières décennies. À vrai dire, l'indépendance, c'est un caractère commun de nos 2 grandes nations, chinoises et françaises. Nous adoptons toujours notre politique étrangère à partir de nos intérêts nationaux, des intérêts communs de la communauté internationale. Et nous refusons le suivisme, nous refusons de nous laisser entraîner par le tourbillon du monde. Nous décidons toujours notre position indépendamment. Et la compréhension mutuelle, c'est très important. Cela constitue une pierre angulaire du développement de nos relations bilatérales. Parce que le respect mutuel, le traitement d'égal à égal entre les États, les pays souverains, c'est un principe des relations internationales. Depuis ces 6 dernières décennies, nos 2 pays, continuent à respecter ce principe, dépasser, la confrontation de blocs et refuser la guerre froide. Donc, avec ce principe, les 2 pays, les 2 peuples renforcent leur compréhension mutuelle et la clairvoyance aussi. Donc, les dirigeants de nos 2 pays considèrent les relations bilatérales, considèrent la situation internationale toujours par une vision stratégique, par une préoccupation de l'avenir de l'humanité. C'est pourquoi nos 2 pays portent tous le multilatéralisme, travaillent ensemble pour relever les défis internationaux. Et le bénéfice partagé, c'est aussi important parce que le développement des relations bilatérales est dans l'intérêt de nos 2 pays, de nos 2 peuples.
et apporte aussi des bénéfices communs. La coopération de nos deux pays dans tous les domaines est gagnant-gagnant. C'est pourquoi le président Xi Jinping a élevé cet engagement initial lors de l'établissement de nos relations bilatérales en esprit sino-français. Je pense que c'est très pertinent. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour ces explications. Depuis 2014, tous les 5 ans, le président chinois se rend en France. Est-ce que cette année, pour le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, le président chinois Xi Jinping a prévu de se déplacer en France? En effet, les échanges de visites d'État de nos chefs d'État de nos deux pays est très important pour le développement des relations bilatérales. Au cours de ces 10 dernières années, les visites d'État échangées de nos chefs d'État sont réguliers. Le président Xi Jinping a effectué 2 visites d'État en France, respectivement en 2014 et 2019. Le président Emmanuel Macron a effectué 3 visites d'État en Chine au début de 2018, en 2019, et la 3e a eu lieu l'année dernière, en avril 2023. Et je pense que cette année, c'est aussi une très belle opportunité pour les deux chefs d'État à à échanger des visites d'État. Parce que cette année, c'est le 60e anniversaire de l'établissement de nos relations et l'année du tourisme culturel. Je pense que les visites d'État des dirigeants de nos deux pays porteront la célébration de cette double année significative à un point d'orgue. Les deux parties sont en train de préparer ces échanges très importants de nos dirigeants des deux pays. Donc on peut s'attendre à une venue du président chinois en grande pompe. On attend avec impatience. Pour la Chine et la France, vous l'avez redit tout à l'heure, 2024 est aussi l'année sino-française du tourisme culturel, mais se préparent aussi les Jeux Olympiques de Paris. Comment est-ce que les deux parties, la Chine et la France, peuvent-elles saisir les opportunités qui s'offrent à elles pour élargir les échanges et rapprocher les deux peuples? Oui. Tout à l'heure, j'ai dit que pendant ces 60 dernières années, les relations de coopération de nos deux pays se sont développées très bien. Alors, l'amitié entre les deux peuples jette une base solide pour le développement, le bon développement de nos relations de coopération dans d'autres domaines. Les échanges culturels et humains est de plus en plus important sur le contexte international actuel, parce que les échanges culturels et humains sont les moins politisés. À l'heure actuelle, toutes les choses peuvent être politisées. Hier, lors de la réception de la célébration du 60e anniversaire et de la fête du printemps, j'ai dit à un ami français, parce que à cette occasion-là, il y a une représentation d'un grand chef chinois pour préparer un plat chinois. Je lui ai dit à cet ami français que maintenant, toute chose peut être politisée, sauf la gastronomie. Donc la gastronomie
est un élément le plus simple reliant les différents peuples, les différentes cultures, les différentes nations. C'est pourquoi, pour cette année, l'année du tourisme culturel, je pense que les deux gouvernements, chinois et français, doivent saisir cette occasion précieuse pour organiser le plus d'activités. Et à ce que je sais, maintenant, il y a déjà plusieurs centaines d'événements qui sont à préparer. Et il y a quelques jours, les deux gouvernements ont organisé un concert d'ouverture de l'année du tourisme culturel et de la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations au théâtre royal du château de Versailles. C'était un événement très réussi. Tous les invités le qualifient de magnifique. Cet événement a été présidé par les deux ministres de la culture chinois et français. Et je peux sentir l'atmosphère très enthousiaste sur la place. C'est un exemple. Et maintenant, il y a encore d'autres éléments culturels organisés par la Chine en France et des éléments organisés par la France en Chine. Pendant toute l'année, il y aura des manifestations successives, sans cesse. Oui. Et entre-temps, il y aura les Jeux olympiques. C'est aussi un grand événement pour la France et pour la Chine aussi. La Chine va envoyer une grande délégation d'athlétistes. Et la délégation chinoise va aussi saisir cette occasion pour organiser des activités culturelles, d'échanges sportifs avec la partie française. Tout à l'heure, vous parliez d'un programme très riche, déjà une centaine d'événements organisés prévus en tout cas pour cette année, les 60e anniversaire des relations entre la Chine et la France. Pour nos téléspectateurs et pour le grand public, par exemple, comment est-ce qu'ils peuvent se renseigner sur éventuellement les événements à venir? Quelles sont les plateformes? Est-ce que, par exemple, sur le site de l'ambassade, on peut avoir quelques informations sur des événements à venir? Certains événements sont organisés par les deux gouvernements, donc on va faire la communication sur la plateforme officielle, et il y a encore beaucoup d'autres événements qui sont organisés par des ONG, des associations, la communauté chinoise à Paris, donc je pense qu'ils ont leur canaux de communiquer. Je suis sûre qu'un grand nombre de personnes s'intéressent à ces Ouais. événements. Alors, et se renseigneront. je pense que votre télévision peut servir d'un canal de communication. Les téléspectateurs peuvent suivre de très près les annonces. Tout à fait. Nous communiquerons activement, et ce qu'on fait déjà. Ouais. On fait beaucoup de reportages sur tous Ouais. ces événements culturels. Monsieur l'ambassadeur, vous avez déclaré lors d'une interview accordée au journal Global Times, tant que la Chine et l'Europe seront unies, la nouvelle guerre froide n'aura pas lieu. De quelle guerre froide parlez-vous et pouvez-vous nous expliquer vos propos? Oui, alors maintenant un phénomène dans la situation internationale qui est très préoccupante est qu'il existe un risque de la guerre, d'une nouvelle guerre froide lancée par l'Occident, plus précisément par les États-Unis. Oui. Parce que les États-Unis, tout le monde le sait, a déjà considéré la Chine comme leur adversaire stratégique principal et une menace le plus imminente. Et
on dit qu'aux États-Unis, les deux partis, républicains, démocratiques, ils sont divisés sur tous les sujets, tous les problèmes, sauf sur la politique chinoise. Les élites des États-Unis ont déjà tombé sur un consensus. Ça veut dire la Chine constitue une menace majeure pour l'hégémonie américaine. Bien que la Chine n'ait pas cette intention de remplacer les États-Unis comme un hégémone, la Chine n'a pas le gène de poursuivre une hégémonie. Nous n'avons l'intention que de mieux nous développer, de faire passer une meilleure vie à notre peuple. Alors, si les États-Unis, les Américains veulent lancer une nouvelle guerre froide contre la Chine, nous espérons que l'Europe, qui est le principal allié des États-Unis, n'emboîte pas le pas aux Américains, ne s'aligne pas sur leur position. Parce que l'Occident, on peut dire les deux acteurs majeurs de l'Occident sont les États-Unis et l'Europe. L'Europe constitue la moitié, en effet, de l'Occident. Si l'Europe n'est pas d'accord avec la politique chinoise des États-Unis, je pense que la confrontation de blocs n'aura pas lieu. Une nouvelle guerre froide ne sera pas possible. Mais bien sûr, la Chine fait du travail aussi auprès des Américains. Récemment, le président Xi Jinping a eu une rencontre avec le président américain Joe Biden. Et nous essayons de conseiller aux Américains de mener à bien les relations bilatérales sino-américaines de manière pacifique, de manière concertante, n'est-ce pas? Et la partie américaine a fait plusieurs engagements, y compris, ils n'ont pas l'intention d'entrer en guerre, en confrontation avec la Chine, ils n'ont pas l'intention de lancer une nouvelle guerre froide vis-à-vis de la Chine, ils n'ont pas l'intention de rallier leurs alliés européennes pour endiguer la Chine, ils n'ont pas l'intention de soutenir l'indépendance de Taïwan. Mais les Américains ne tiennent souvent pas l'engagement. Mais nous souhaitons qu'ils traduisent la parole en actes. De l'autre côté, nous faisons aussi du travail auprès de l'Europe pour leur exprimer notre intention de développement pacifique, de coopération gagnant-gagnant avec l'Europe. Nous espérons que l'Europe porte leur autonomie stratégique et pour savoir que la coopération avec la Chine pour construire un monde multipolaire est dans l'intérêt tant de la Chine que de l'Europe et pour le monde entier. Mais c'est notre souhait. Mais je ne sais pas si ce souhait est réalisable. Mais quand même, nous faisons de notre mieux pour éviter
pour éviter l'éclatement d'une nouvelle guerre froide, ce qui est dans l'intérêt de la communauté internationale. Mais pour vous, l'Europe, actuellement, quelle position elle a dans les relations sino-américaines? Comment voyez-vous les relations actuelles? La position européenne est un peu différente des États-Unis. Par exemple, les États-Unis pratiquent le découplage. Ouais. Les administrations de Donald Trump et de Joe Biden a déclenché une guerre commerciale vis-à-vis de la Chine, a appliqué un découplage technologique, a érigé une alliance militaire contre la Chine et mené une confrontation diplomatique sur la scène internationale. Pour l'essentiel, c'est le découplage avec la Chine. Mais le but de ce découplage, je pense que c'est le déclenchement de la guerre froide. La position européenne est un peu différente. Les dirigeants de l'Union européenne, des institutions européennes, les dirigeants des pays majeurs membres de l'Union européenne ont déclaré maintes reprises que l'Europe ne poursuit pas le découplage, mais ils veulent faire le dérisquage. Mais selon notre interprétation ou compréhension, à vrai dire, le dérisquage, c'est un quelque découplage sans dire son nom. Parce que dérisquer, alors où est le risque ou les dérisqués de qui? Alors, mais je pense que dans la tête des dirigeants européens, le risque se trouve en Chine. Mais comme ce que disent les dirigeants chinois, la Chine ne constitue pas un risque, une menace pour l'Europe. La Chine se trouve à dizaines de milliers de kilomètres géographiquement de l'Europe. On ne peut pas constituer une menace militaire pour l'Europe. On ne peut pas constituer une menace géopolitique, n'est-ce pas? Même si les deux parties ont des systèmes sociaux très différents, de différentes cultures, de différentes histoires, mais nous avons quand même des intérêts communs. C'est la coopération économique. La Chine et l'Europe, nous portons tous une mondialisation, économique, inclusive et bénéfique à tous. Et en effet, les économies chinoises et européennes sont complémentaires, même si nous avons des concurrences. Mais nous essayons que cette concurrence soit loyale, soit équitable, qui peut stimuler le développement respectif. Oui. Ouais. Nous préférons une concurrence loyale plutôt qu'une, une bataille ou bien une lutte commerciale. L'Europe a adopté une approche de triptyque, à savoir, il considère la Chine en même temps comme partenaire, concurrent et rival système. Mais je pense qu'il met l'accent sur ce rival systémique. Il laisse de côté partenaires et concurrents. Nous souhaitons que l'Europe
doit mettre l'accent sur la coopération, sur le partenariat avec la Chine. La Chine considère, la France considère l'Europe comme notre partenaire stratégique, global. C'est notre souhait sincère, je pense. Donc la position, le soutien de l'Europe est primordial quand même pour la Chine, pour le bien de l'humanité et pour éviter une nouvelle guerre froide. Et si j'ai bien compris, vous continuez donc ce travail d'échange, de communication constante avec l'Europe pour leur faire comprendre la position de la Chine et qu'elle n'est pas un risque. Oui, nous voulons faire de notre mieux, faire comprendre aux Européens notre souhait sincère. Nous pensons toujours que la Chine et l'Europe, nous sommes de grandes forces en faveur de la multipolarité du monde. Nous sommes aussi de grands marchés en faveur d'une mondialisation économique. Nous sommes aussi de grandes civilisations en faveur de la diversité du monde. Donc nous avons beaucoup de points communs. Il faut trouver un terrain commun par-delà les divergences. Il faut faire valoriser nos points communs et bien maîtriser les points divergents. En Chine, il y a un adage qui dit que les sages recherchent la convergence alors que les sots s'accrochent aux divergences. Ça illustre très bien la situation, monsieur l'ambassadeur. On en vient à ma question suivante. Tout en approfondissant la coopération traditionnelle, comment est-ce que la Chine et la France peuvent exploiter activement le potentiel de coopération dans les domaines émergents tels que les industries vertes et l'énergie propre? Oui, en effet, entre la Chine et la France, nous avons des domaines de coopération traditionnels qui sont l'aéronautique, l'aérospatiale, le nucléaire civil, qui sont très réussis, qui étaient très réussis. Par exemple, maintenant, les avions Airbus représentent 54% du marché chinois. Et l'industrie de nucléaire civil en Chine a été développée à travers l'aide et assistance de la France. Nous en sommes très reconnaissants à la France. Et maintenant, le monde se développe, le temps passe vite, la Chine se développe aussi, devient déjà la deuxième puissance économique du monde. Nous avons aussi nos atouts, n'est-ce pas, sur le plan économique, commercial. Je pense que nos deux pays peuvent exploiter de nouveaux domaines de coopération pour, continuer la réussite de cette coopération gagnant-gagnant. Et il ne faut pas s'endormir sur les exploits d'auparavant. Il faut exploiter de nouvelles possibilités pour continuer notre partenariat stratégique global et servir les intérêts de nos deux peuples.